c'est François Bouet. On se retrouve sur le Nouvel Automobiliste pour un article d'Eric où il va nous parler de Safran. Et puis je mettrai mon petit grain de sel au milieu par rapport à mon expérience personnelle quand j'ai eu une Safran biturbo. Et oui, la Safran, une voiture qu'elle est bien pour la conduire. On le sait, la Renault Safran est une voiture qu'elle est bien pour la conduire. Et en ce printemps 2022, elle souffle ses 30 ans, version diesel incluse. Après tout, elles ont des bougies de préchauffage. C'est l'occasion pour nous de revenir sur l'histoire du haut de gamme de Renault dans les années 90 et de s'attarder sur quelques versions emblématiques. En route. La Renault Safran elle est donc la fille de la Renault 25 et elle a 30 ans. La Safran ou projet X54 se destine ainsi à remplacer la Renault 25. Routière à succès du losange, symbole des années Mitterrand et forte des emblématiques versions V6 Turbo Baccarat, dont Gilles nous a passionnément parlé. Mais voilà, les bonnes choses ont une fin, les mauvaises aussi, me direz-vous. L'ère Mitterrand n'est pas éternelle. Bref, après 780 976 exemplaires, produits entre 84 et 92, la Renault 25 pouvait prendre une retraite bien méritée. Et après nous avoir fait saliver avec un beau concept car de véhicule haut de gamme baptisé Mégane, la régie ne cachait pas ses ambitions de lancer une héritière digne de ce nom à la Renault 25 et d'aller chercher les Allemands sur leur terrain de prédilection. Cependant, la chronologie vient un peu refroidir nos ardeurs. Si l'ère qualité de Renault débute à point nommé dans le planning de développement du projet X54, il n'en est pas de même du style, choisi avant l'arrivée du concept car Mégane et donc de Patrick Lequément. Ainsi, on sera un peu au regret de voir que celle qui deviendra la Safran ne doit pas grand-chose au futuriste véhicule de salon. Il faut ainsi remonter à 84 pour la première maquette de style signée Gérard Asensio, défrichant ce qui pourrait être la remplaçante de la Renault 25. Mais c'est en 86 que la proposition de Joji Nagashima, designer venu de chez Opel, est retenue. On peut y voir une forme de filiation avec l'Opel Vectra 5 portes de 89. Et quand on regarde les rétroviseurs de près, on y voit même les prémices de la Vectra de 95. Cela étant dit, les proportions sont celles d'une routière du segment E, pas d'une familiale du segment D. Et la face avant se veut dans la lignée de la future Renault 25 restylée. L'arrivée de Patrick Lequément, venu de Ford, en 87, influe sur le style de la maquette. La face avant évolue en profondeur pour s'éloigner des codes Renault des années 80, tandis que la custode et les poignées de porte voient leur forme changer. Détail intéressant, l'entrée d'air inférieure du pare-choc de la maquette de Joji Nakashima semble anticiper le thème vu dans le concept car Argos de 94, puis sur la Laguna phase 2 de 98. Style biodesign, architecture de volume et demi, porte autoclave, qualité perçue en forte hausse par rapport à la Renault 25, absence de chrome, feu arrière relié par un bandeau réfléchissant, mais pas encore lumineux, comme le veut la mode actuelle. Le style de la future Safran est bien dans son époque et son haillon en fait une vraie grande Renault. Rendez-vous est pris en mars 92 pour dévoiler la voiture au public au Salon de l'Automobile de Genève. Nouvelle voiture, nouveau porte-étendard de la marque et nouveau logo. Renault troque son losange Vasarely pour une emblème baptisée Diamant. Retouché à 2 reprises, il vient de céder sa place au logo inauguré par la 5e génération de Mégane. Mais en fait, le nom Safran est-il nouveau ? Pas vraiment. Renault étant habitué à recycler les appellations déjà déposées. On se souvient que le garnissage de siège de la Clio 2 phase 2 privilège s'appelait Logan. Enfin, non, personne ne s'en souvient à part moi. Merci de ne pas m'envoyer tout de suite à l'asile, j'ai un article à finir de rédiger. La Safran est ainsi issue du nom d'une série spéciale haut de gamme de Renault 14, destinée au marché anglais, allemand et néerlandais. Vous savez tout. Et l'évocation d'une épice dispendieuse associée à celle de la gastronomie en faisait un nom intéressant pour un haut de gamme. Bien de chez nous. Surtout si vous êtes normand, étant donné qu'elle était produite comme ses aïeuls, comme sa remplaçante, à Sandouville. La commercialisation en France débute en juin 92 et s'étend à l'Europe pour les mois qui suivent. 3 finitions sont disponibles au lancement, RN, RT et RXE. La Baccarat n'apparaît qu'au début de l'année 93. Avec la Safran, Renault propose des équipements très ambitieux. Certains sont déjà apparus sur la fin de vie Renault 25, à l'image des sièges ergomatiques à poche gonflable ou de la suspension pneumatique à amortissement piloté. Gare au remplacement des amortisseurs, c'est 1 000 € la pièce quand ils sont disponibles. On en reparlera quand on parlera de la biturbo. Tandis que d'autres sont
nouveau à l'image de la banquette à réglage électrique, tout en conservant sa modularité rabattable de tiers 1 tiers, ou le pare-brise dégivrant qui fait le bonheur des conducteurs de Ford depuis près de 35 ans. La Safrane renonçant en revanche au haillon motorisé de la Renault 25. Oui, la Renault 25 avait déjà un haillon motorisé, comme certaines voitures de 2022. Mais la Safrane sera la première Renault à disposer d'un airbag conducteur, puis d'un double airbag de série avec la refonte de la gamme de 95. Mieux encore, la Safrane sera une des premières voitures du marché à disposer d'un GPS en 95, avec une série limitée Carminat, environ une centaine d'exemplaires avant que l'option apparaisse sur les phases 2. La Baccara se permet même le luxe de proposer un téléphone de série, une exclusivité qu'elle partage avec la Mazda Xedos 9 sur le marché français. À en croire ces quelques lignes, on pourrait penser que la Safrane offre un équipement pléthorique en haut de gamme de Renault qu'elle est. Mais voilà, il y a le niveau RN, avec ses jantes de 14 pouces et ses freins arrière à tambour. Elle est forcément moins glamour. Idem à bord où la télécommande de verrouillage centralisé est en option, l'équipement se résumant à une paire de vitres électriques, un chauffage-ventilation bizone, sans buse derrière, la condamnation centralisée à clé, les vitres non teintées, la sellerie en velours, les appuis-têtes avant réglables en hauteur et en inclinaison. Et c'est tout. Les garnissages de porte n'ont même pas de médaillon en velours. Les options sont assez nombreuses pour combler le vide. Et là, il faut que je vous parle de la Safrane de mon papa. Il a eu une Safrane RN 2 litres 1 DT bleu Atlantide nacré avec clim en option, le pack équipement de plip, appuie-tête arrière inclinable, etc. La radiocassette 6 HP avec commande au volant. Et je vous rappelle, on vendait des voitures à plus de 35 000 euros sans autoradio. C'est la fête. Près de 175 000 francs en 92 avec les phares jaunes, soit quasiment 40 000 euros d'aujourd'hui. À ce prix-là, l'ABS n'était pas de série, il fallait opter pour une RT, qui n'avait toujours pas la clim ou les jantes en alliage de série, sauf en V6 injection. Les vitres arrière électriques, le siège passager relax, une sellerie plus sophistiquée avec un timide choix de couleur et les anti-brouillards complétaient la panoplie. Vient ensuite la RXE avec sa sellerie qui fait presque penser aux américaines, siège ergomatique à l'avant, sa clim, enfin, ses rétroviseurs couleur carrosserie, ses clignotants latéraux, alors pas obligatoire en France, sa radiocassette 4x20 watts, ses décors en faux bois et sa suspension pilotée. Cette dernière reviendra en option pour le deuxième millésime. La Baccara se distinguait par ses jantes en alliage de 16 pouces, son aileron arrière et sa calandre spécifique, reprise sur les biturbos. À bord, ses bisances, banquette arrière électrique, sellerie en cuir pleine fleur avec panneau de porte, console centrale et partie inférieure de la planche de bord garnie de cuir, ou sa vêtement en cuir sous la tablette arrière, vitre de séparation entre le coffre et l'habitacle, régulateur de vitesse, plaquage en vrai bois. Bref, en dehors du tout ouvrant, tout était de série. Aucune Renault n'a eu une telle profusion de cuir depuis lors. La Baccara, puis l'initiale, qui a succédé au restylage, était disponible en 2 ambiances intérieures, cendre, gris donc, et badiane, marron-beige. Avec un tel prestige, on pourrait rêver à de belles motorisations, mais la régie était alors souvent en retard d'un moteur sur la concurrence. En essence, la gamme débutait avec un modeste 2 litres de 107 chevaux, suivi par un 2 litres de SI de 140 chevaux, disponible en boîte 5, manuel et boîte auto 4, puis arrive la V6 PRV pour coiffer la gamme avec son 174 chevaux, lui aussi en boîte 5, manuel ou boîte auto 4. En diesel, c'est encore pire. La seule offre au lancement est le poussif, 2 litres 1 DT de 90 chevaux, dont près de 80 d'entre eux servaient à alimenter le compresseur de clim. Non, on exagère, mais à peine. Dans le courant d'année 93, le renfort vient de l'autre côté des Alpes. Un bloc 2 litres 5 DT d'origine Sofim offre 115 chevaux et est disponible en boîte auto 4 et en boîte manuelle 5. Et se distingue par des performances à peine dignes d'une XM ou d'une 605 2 litres 1 turbo diesel, tandis que la fiabilité laisse à désirer. A noter que la Safrane ne se contente pas d'être une traction. Une version Quadra à transmission intégrale est disponible sur la V6 boîte manuelle. C'est cette version qui servira de base mécanique au Graal des passionnés de Safrane, la version biturbo. Oui, pour succéder à la 25 V6 Turbo, Renault part du principe que plus il y en a, mieux c'est. Et quitte à affronter les teutones, autant se tourner directement là-bas
pour adapter la voiture. C'est le préparateur Hardgue qui se charge de préparer le moteur en partant d'une Safran V6 Quadra livrée de Sandouville. 2 turbos sont alors greffés, portant la puissance à 268 chevaux. Sa vitesse maximale est donnée pour 252 km/h, officiellement auto-limitée à 250, tellement plus raisonnable que 252, c'est vrai. Quant à l'esthétique de la voiture, c'est un autre Allemand, Irmscher, qui fait les finitions, avec des boucliers spécifiques et la canule d'échappement chromée. Présentée en 93 et commercialisée dès le début de 94, la Safran Biturbo est chère. 389 000 francs en version RXE, 428 000 en version Baccarat, soit 94 000 euros de l'époque, de maintenant. C'est même très éloigné du tarif d'une DS9 e-Tense 4x4 360 chevaux qui vaut entre 67 et 70 000 euros. Et il est moment de vous faire une petite pause où je vais vous raconter, moi, François Bouet, mon expérience de Safran Biturbo avant de retourner à la saga et à l'histoire de la Safran. Il est des autos dont on rêve, sur lesquelles on fantasme et que l'on met du temps à acheter pour autant. Et quand on les a, on ressent souvent une énorme déception. Cela m'a fait cela avec beaucoup d'autos. Au dernier comptage, j'en ai eu 160, 170. Les agréables surprises sont peu nombreuses et les franches déceptions courantes. Donc, la Safran fait partie des déceptions. Et il faut dire que je n'avais pas une très belle image de ce modèle de Renault. Il y a quelques siècles, mon ami Vincent a roulé en 2,5 litres diesel Sofim pendant au moins 150 000 km. J'avais essayé l'auto à l'époque et j'avais trouvé cela pâteau et mou. Lui passait son temps au garage pour éliminer des vibrations à un énième accessoire en panne. Malgré ce souvenir peu engageant, 20 ans après, je regarde les annonces de Safran et en particulier celle de Biturbo. Et là, surprise, une belle Safran Biturbo, deuxième main, RXE, donc sans cuir, peu kilométrée, qui a l'air en bon état. Sur un coup de tête, je la réserve, je pars avec ma fidèle Tintin chercher l'auto dans le Grand Est. Elle est très belle cosmétiquement, il y a une pile affolante de factures. Mais il y a encore un ou deux trucs qui déconnent, la clim ne marche pas, l'échappement vibre et elle est un peu basse côté suspension. Je fonce et l'on rentre dans la foulée avec l'auto. Et nous allons beaucoup transpirer. Non pas à cause des performances, mais à cause de la climatisation. Et oui, j'ai choisi le week-end le plus chaud de l'année pour rouler sans clim. Et l'on sent que ça chauffe bien sous le capot et que cette chaleur se diffuse elle aussi très bien dans l'habitacle. Sur départemental, ça marche plutôt bien, mais sur autoroute, je trouve que ça tire très très long. Les accélérations et les reprises ne sont pas fulgurantes, au contraire de la consommation. Et puis, il faut le dire, avec des sièges en tissu, il y a comme un manque côté luxe. Je l'aurais gardé, j'aurais mis un intérieur cuir. Et puis sans la climatisation, les sièges façon laine côtelée sont très très chauds. Par contre, je reste fan de la gueule de la Biturbo. En particulier l'avant avec cette grosse grille sous le bandeau de pare-choc qui la rend juste bestiale. Tiens, en parlant de la grille, quelques jours après l'avoir ramenée, je la lave et je découvre qu'elle est en train de s'auto-détruire et de partir en morceaux. Elle est dans une matière de merde qui ne se répare pas comme les autres plastiques. Et bien sûr, cette grille n'est plus disponible depuis longtemps en pièces de rechange. L'autre point amusant, c'est la capacité qu'a cette voiture à attirer la sympathie. De toute origine ethnique ou socio-économique, les gens viennent vous voir. C'est une Safran Biturbo, hein ? Putain, c'est beau, c'est mon rêve. Dans ces cas-là, on évite de leur dire que c'est une grosse dope qui avance pas trop avec une suspension pneumatique chiante à réparer. Au final, je n'aurais pas beaucoup roulé avec cette auto qui à la conduite ne m'aura pas fait rêver. Définitivement, je pense qu'une phase 2 avec le 5 cylindres Volvo, avec des jantes et le pare-choc de Biturbo, serait le produit idéal. Allez, si vous êtes sage, je vous raconterai bientôt sur Road Story cette histoire d'achat plus en détail. Après cette digression, retournons à une petite analyse des rivales allemandes de la Safran Biturbo. Son process de fabrication internationale et les faibles cadences n'y sont pas étrangères. Le prix est délirant. Une BMW 540i coûte 370 000 euros et revendique quelques chevaux de plus, 286. Chez Mercedes, la E401 Prestige est facturée 433 000 francs avec son V8 de 279 chevaux associé à une boîte automatique qui fait défaut à la française, pénalisée par sa boîte limitant le couple et la puissance en deçà de 280 chevaux initialement espéré. Résultat, malgré sa technologie, son confort et ses ambitions, la Safran Biturbo se vend très mal. En 1996, la Messe édite
et la Safrane biturbo passe à la trappe, produite à seulement 806 exemplaires. On soulignera toutefois que la démarche de Renault d'aller chercher les routières sportives allemandes sur leur terrain était sévèrement burnée. D'ailleurs, Bernard Tapie a possédé une Safrane biturbo. Mais il faut tourner la page. En cette fin de premier trimestre 95, sonne l'arrivée d'une refonte de la gamme Safrane. Quelques économies sont faites avec l'abandon du réglage en inclinaison des appuis-têtes arrière, la simplification des ambiances intérieures, de nouveaux enjoliveurs de roues arrivent en entrée de gamme, mais surtout, on voit l'arrivée de série de l'ABS et du double airbag, tout comme la ceinture centrale 3 points en rouleur. Les niveaux profitent de nouvelles appellations. Base, dédicace, ellipse succèdent à RN, RT et RXE. Les deux premiers niveaux partagent une nouvelle sellerie en velours à confection identique à celle des anciennes RT, garnie d'un motif plus moderne, tandis que l'entrée de gamme s'enrichit de médaillons en textile sur les contreportes, de baguettes en faux bois et sur les 2 litres de SI et 2 litres de DT d'anti-brouillard. Donc à la rentrée 96, la Safrane passe chez le chirurgien qui lui offre une nouvelle poupe, une nouvelle proue, de nouvelles baguettes latérales avec jonc chromé, de nouvelles jantes, tandis que l'habitacle évolue à la marge avec 2 nouvelles selleries sur les 2 premiers niveaux de gamme. L'essentiel de l'enveloppe budgétaire est passé sous le capot, on le verra plus tard, et sur les nouveaux boucliers avant-arrière, capot, projecteur, feu et haillons. Un lourd restylage modifiant très largement le look du véhicule. Pour le meilleur en modernisant la face avant et pour le pire avec une face arrière qui n'a pas fait l'unanimité. En 97, mon père a une deuxième Safrane de fonction, une RTE 2 litres 2 DT avec option boîte auto. Le coût 192 000 francs, soit à peu près 40 000 euros d'aujourd'hui, soit le même tarif que sa première Safrane en monnaie courante. Mais entre-temps, la voiture a gagné 25 chevaux, l'ABS, le double airbag, le pare-brise réfléchissant, les médaillons en velours sur les contreportes, ouf, les baguettes en faux bois, les jantes en 15 pouces et les freins arrière à disque, tandis qu'elle troque son alarme contre l'antidémarrage. Un bon deal donc. Mais comment Renault a-t-il fait? Fini les appuis-têtes réglables en inclinaison à l'arrière, fini les prises jack au rang 2 et les commutations de haut-parleurs. En réalité, plein d'équipements disparaissent de la gamme, ainsi que des mécaniques. Les quadras et biturbo rejoignent le musée, la banquette arrière électrique et la suspension pilotée ne sont plus que des souvenirs. Et à qui doit-on tout ça? À l'ami Carlos Ghosn qui arrive en 96. Et il décide que les 6 blocs essence de la phase 1 doivent céder la place à seulement 3 motorisations. Si le V6 PRV est conservé dans un premier temps et réservé à la version initiale, la Safrane dispose enfin de 2 blocs compétitifs issus du mariage avorté avec Volvo. On trouve ainsi le fameux 5 cylindres 2 litres 5 170 chevaux du suédois et un dérivé amputé d'un cylindre de 2 litres 138 chevaux. La boîte auto n'est disponible que sur ce dernier et sur le PRV. En diesel, le 2 litres 2 DT 115 remplace efficacement les 2 précédents moteurs, mais la version diesel automatique disparaît aussi. Moins d'options, moins de motorisation, quelques petites ou grosses disparitions, la Safrane est plus facile à fabriquer et à vendre. Un peu moins de prestige, mais des motorisations cœur de gamme enfin respectables. Mais la Safrane n'oublie pas d'innover un peu en offrant la possibilité de disposer de projecteurs au xénon, par exemple. Au gré des mois, l'initiale va enfin proposer le 2 litres 5 Volvo en complément du PRV, tandis que 98 voit l'arrivée du volant moche, mais surtout de la boîte à gants compatible avec l'airbag passager. Les appuis-têtes avant, quant à eux, reprennent le design en portefeuille et les tiges incurvées inaugurées par la Clio 2. Le nouveau V6 ES9, déjà proposé par PSA depuis fin 96 sur les 406 Exantia, débarque en 97 sur l'Espace 3 et sur les XM et 605, et il arrive enfin sur les Laguna restylés et sur la Safrane restylée. Mieux vaut tard que jamais, et avec ses 194 chevaux, il restera comme le plus puissant moteur offert en phase 2, bien loin des 268 chevaux de la feu biturbo. En 99, la fin de vie approche et la gamme se simplifie. RTE devient confort et gagne les rétro-couleurs carrosserie, dont l'entrée de gamme était privée depuis le restylage, ainsi que la sellerie de la RXE. Plus qu'une année à vivre avant l'été 2000, qui voit Sandouville se focaliser sur la Laguna 2 en attendant la remplaçante de la Safrane, la Velsatis. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la Safrane n'a pas été remplacée par des modèles à succès. Mais en fait, en comparaison avec la R25, que valait la Safrane sur le marché? En Europe, pas grand-chose, même si la XM se vendait 2 fois mieux en Allemagne en dépit de ses problèmes de jeunesse. C'est en France que la Safrane a brillé. Familiale 7 chevaux, coqueluche des ministères, elle a brillamment rempli son office, bien aidée, il est vrai, par la déconfiture des XM et 605.
En tout, 310 000 exemplaires ont été vendus, loin donc du score de son aïeul. Mais voilà, 2 phénomènes se sont passés entre-temps. D'une part, les véhicules premium se sont imposés comme incontournables auprès de la clientèle haut de gamme. Les gens préfèrent rouler dans une Mercedes à vitre manuelle que dans une Ford avec le cuir. C'est ainsi, si on veut caricaturer. D'autre part, les monospaces sont venus manger d'importantes parts de marché auprès de la clientèle qui cherchait une grande familiale. Espace 2 puis Espace 3 se sont chargés de siphonner une bonne partie des clients de la Safrane. Et depuis, les SUV ont siphonné à leur tour les clients de monospace comme ils ont achevé les berlines, et les breaks, et les coupés, et les cabriolets. Renault n'avait peut-être pas tort en lançant une voiture haute avec la Velsatis. Juste qu'elle n'était pas assez haute, elle n'avait pas d'extension d'aile en plastique grainé. Quoi qu'il en soit, on peut regretter que le superbe concept car initial de 95 n'ait pas débouché sur un beau haut de gamme unanimement apprécié. Mais ce scénario n'a pas eu lieu. En parlant de scénario, et si on causait de cinéma ? On pourrait parler de l'apparition de la Safrane dans la saga des visiteurs, mais surtout du Bonheur est dans le pré. Grand succès également, bien que moins regardé que les visiteurs. Je suis également responsable de ce moindre score, je dois l'avouer. Bref, je suis bien incapable de vous parler du film si ce n'est que le personnage incarné par Eddie Mitchell roule en Safrane V6 Quadra. La Safrane est morte, vive la Velsatis. Et après, Renault a souvent cherché à s'internationaliser. Certes, l'aventure américaine s'est terminée en 87 et l'aventure chinoise n'a jamais vraiment débuté. Mais Renault a réussi 2 coups de maître récemment, Nissan en 98 et Dacia en 99, sans parler de Samsung Motor, au succès certes moins resplendissant. Par voie de conséquence, le losange est allé se servir au sein de l'Alliance pour ressusciter la Safrane. Nous voici en 2008 et la Nissan Teana, dont le dérivé sud-coréen est produit à Busan, sous le nom de Samsung SM5, devient Renault Safrane par la magie du rebadgeage. Les Émirats Arabes Unis et le Mexique sont les seuls marchés concernés par ce modèle, remplacé en 2011 par une autre Renault Safrane, cette fois dérivée de la génération suivante des Samsung SM5, plus connue en France sous le nom de Renault Latitude. Allez, une dernière pour la route, le prototype long cours réalisé par Oliez, dévoilé au Mondial de Paris 94. Il représente la vision d'un luxueux break Safrane basé sur une V6i boîte auto avec un look de biturbo. À la base, il s'agissait d'un simple dessin de Liez qui a plu à Patrick Lequément. Ainsi s'achève cette longue histoire, plein de péripéties de la Safrane et de sa longue vie. Si vous voulez avoir plus de détails, plus de photos et quelques petits compléments de texte, allez sur le site du Nouvel Automobiliste pour découvrir ce superbe article d'Eric au sujet de la Safrane. À bientôt.